Pendant des décennies, le cyclisme a été un club très fermé, une forteresse européenne où les Français, les Italiens et les Belges dictent les règles et se partagent les plus belles courses. Et l'idée même qu'un étranger venu d'outre-Atlantique puisse un jour s'asseoir à cette table semble être une mauvaise blague. Mais de temps en temps, un pionnier débarque et renverse totalement la table, et ce pionnier, c'est Greg LeMond. Dans le cyclisme rugueux des années 80, dominé par le caractère impitoyable de Bernard Hinault, ce gamin californien, blond aux yeux clairs, a apporté un vent de fraîcheur absolu. Il n'a pas seulement brisé l'hégémonie européenne en devenant le premier non-européen à remporter le Tour de France, mais il a fait entrer ce sport dans l'ère moderne. À coups de pédales et d'innovation, avec ses lunettes aux clés profilées, son guidon de triathlète, ses compteurs numériques, sa diététique scientifique, des salaires calqués sur les stars de la NBA, Greg, c'était le futur. Mais derrière les innovations technologiques et ce sourire hollywoodien qui fascine les médias, se cache une résilience hors du commun, et aussi, vous allez le voir, une descente aux enfers terrifiante. Greg LeMond, c'est l'histoire d'un gamin naïf, trahi par son idole, c'est aussi l'histoire d'un homme laissé pour mort sur le sol d'une forêt, avec plus de 60 plombs de chasse dans le corps. C'est l'histoire d'un des plus grands comebacks de l'histoire du sport. Et aujourd'hui, on va se plonger dans la carrière fascinante, tragique, complexe et aussi miraculeuse de Greg LeMond. On va voir du prodige californien, comment il est devenu le vainqueur des légendaires 8 secondes sur les Champs-Élysées en 89, sans oublier, et ça c'est très important, sa lutte acharnée et parfois solitaire pour un cyclisme propre. C'est un corps qui a changé la face de son sport, mais peut-être aussi la face du sport à tout jamais. Je vous propose de vous installer confortablement, on va se replonger dans cette carrière exceptionnelle. Pour comprendre Greg LeMond, il faut d'abord traverser l'Atlantique. Il va naître le 26 juin 1961 à Lakewood, en Californie, et grandit près des montagnes du Nevada. Mais là-bas, le Tour de France, personne ne sait exactement ce que c'est. Le petit Greg, lui, il est hyperactif. C'est un gamin qui a du mal à rester en place sur les bancs de l'école. Et sa première grande passion, c'est le ski acrobatique. À la base, l'achat de son premier vélo, il n'a qu'un seul but, c'est de garder la forme pendant l'été et de préparer la saison de ski hivernale. Mais très vite, la magie va opérer, et il ne fait pas que rouler pour s'entretenir, mais il va écraser tous les cyclistes amateurs de la région. Ses qualités physiques sont exceptionnelles, il n'a pas d'adversaire sur le continent américain, et il va donc devoir débarquer en Europe pour y faire ses preuves. Mais c'est en 1979, à l'âge de 19 ans, qu'il va participer au championnat du monde junior en Argentine, et face aux meilleurs Européens formatés pour la course, il va attaquer, s'isoler, et tout simplement humilier la concurrence. Le monde du vélo européen, d'habitude si condescendant envers les Américains, est donc prévenu, et il commence à entendre parler de cet extraterrestre. Et c'est Cyril Guimard, le légendaire directeur sportif français de l'équipe Renault Gitane, qui a déjà façonné des grands comme Lucien Van Hip ou encore Bernard Hinault, qui va flairer le bon coup, mais surtout le génie de l'Américain, et va lui proposer un contrat professionnel. Au début des années 80, l'intégration va être un véritable choc pour Greg. Il débarque en France avec sa femme Cathy, il ne parle pas un mot de français, il déteste le climat breton qui est très humide, et surtout, il va trouver que les méthodes d'entraînement européennes sont complètement archaïques. On lui dit notamment de ne pas boire d'eau glacée, de s'entraîner en gros braquet jusqu'à l'épuisement, et Greg, lui, il va déjà lire des études scientifiques sur la physiologie et la récupération. Et très rapidement, il va atteindre un niveau impressionnant, notamment en 81, il a seulement 20 ans, et il va prendre la 3e place du critérium du Dauphiné, en ayant travaillé toute la semaine pour son leader Bernard Hinault. En 82, encore une fois, il va mettre tout le monde d'accord, il n'est pas seulement l'Américain au grand sourire, mais lui c'est un champion, un vrai. Et en septembre, sur le circuit de Goodwood, il va devenir vice-champion du monde derrière l'Italien Giuseppe Saroni. Et quelques jours plus tard, sur le Tour de l'avenir qui révèle les plus grands, il va littéralement atomiser la concurrence. Tout le monde l'a bien compris, il faudra à coup sûr compter sur les mondes sur les prochaines années. Mais en 83, il a 22 ans et il va à nouveau confirmer son immense talent, où il va remporter le Critérium du Dauphiné libéré, et en septembre, sur le circuit très exigeant d'Alterheim en Suisse, il va attaquer dans le dernier tour et va devenir le premier Américain champion du monde de l'histoire, devant Adrie Van Der Poel et Stephen Roche. Tout d'un coup, l'Europe est sous le choc, ce surfeur des montagnes comme on l'appelle, vient de prouver que l'Amérique sait pédaler,
Mais encore mieux que ça, elle sait gagner. Le plus dur reste à faire. Il doit conquérir le mois de juillet. En 1984, tout va changer. Hinault, en mauvais termes avec son équipe, va quitter Renault pour rejoindre l'homme d'affaires Bernard Tapie. Et Greg, tout récent champion du monde, il va devoir jouer un rôle d'équipier sur son premier Tour de France pour Laurent Fignon, lui nouveau leader de l'équipe, dans la quête de la victoire finale. Et sur ce tour, l'équipe Renault va totalement dominer Hinault, et Fignon va remporter son deuxième Tour de France, et Greg lui va monter pour la première fois de sa carrière sur le podium du Tour. Mais l'Américain a d'autres idées en tête, et avec ce tour super, il va taper dans l'œil du plus grand patron de l'époque, le boss Bernard Tapie, qui avec son équipe La Vie Claire souhaite créer son propre empire dans le monde du cyclisme. On est donc en 1985, et Greg, comme je vous l'ai dit, a quitté Renault pour rejoindre la sulfureuse, mais surtout la surpuissante équipe La Vie Claire, qui est montée à coups de millions par l'homme d'affaires Bernard Tapie. Tapie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va briser le contrat de Le Monde avec Renault et va lui offrir un premier contrat XXL pour rejoindre ses rangs. C'est un véritable séisme dans le monde du cyclisme. J'ai fait une vidéo très complète sur un petit peu la révolution Tapie, comment il a révolutionné le vélo avec les innovations technologiques, scientifiques, les méthodes d'entraînement, etc. Et un peu comment il s'est mué en chef d'orchestre et en réalisateur presque de série. Donc la vidéo sera épinglée quelque part, je vous invite à aller la voir, ça permet aussi de comprendre comment il a révolutionné le vélo et l'héritage que l'on retrouve aujourd'hui. Et donc dans cette équipe La Vie Claire, ils ont un maillot Mondrian qui claque, c'est vraiment l'équipe très bling bling avec tout l'argent injecté par Bernard Tapie. Mais l'ambiance en interne elle est assez explosive car le leader incontesté de l'équipe c'est Bernard Hinault. Le blaireau, lui, à ce moment-là, c'est vraiment le patron absolu du peloton mondial. Et il va viser un 5e Tour de France qui lui permettrait de devenir l'égal des Anquetil et des Merckx pour les rejoindre à l'hégémonie des vainqueurs du Tour. Pour Tapie, le deal, il est très simple. Le Monde, il est simplement là pour aider Hinault, rien d'autre. Et le duo franco-américain, pour le coup, il va plutôt bien fonctionner, car au mois de mai, Hinault va remporter le Giro et il est épaulé à merveille par Le Monde qui va prendre la 3e place finale. On se dit donc qu'au début du tour, avec l'absence de Laurent Fignon, le double tenant du titre, tout est parfaitement huilé pour offrir cette 5e couronne au blaireau. Mais vous allez le voir, tout a basculé dans un premier temps lors de la 14e étape vers Saint-Étienne. Hinault va subir une terrible chute dans le sprint final. Il va franchir la ligne avec le visage totalement en sang, le nez fracturé, les lunettes brisées. Le blaireau est blessé. Et quelques jours plus tard, on est dans la mythique étape pyrénéenne de l'Uzardiden. Et dans le brouillard, la hiérarchie va totalement exploser. Hinault est souffrant, il est dans le dur et il va coincer dès le Tourmalet. Le Monde, lui, il est aérien ce jour-là et il va se retrouver à l'avant avec Stephen Roche. Il a les jambes incroyables, peut-être les jambes de sa vie. Il est parti peut-être pour gagner l'étape, mais il est surtout virtuellement maillot jaune et peut déjà plier le tour. Et dans son oreillette, avec la voix de son directeur sportif Paul Kochli, qui va venir à sa hauteur, l'ordre va tomber. Greg doit attendre Bernard. On lui dit qu'il est juste derrière lui, dans le groupe de chasse qui navigue à environ 1 minute et qu'il doit l'attendre. Mais en réalité, c'est un mensonge total. Hinault, il est à plus de 3 minutes, il est en perdition totale. Kochli est là pour protéger le français au détriment de l'américain. Et donc, foudrage, mais il va comprendre la supercherie assez tard. Le Monde va franchir la ligne d'arrivée en larmes. L'image va faire le tour du monde. Mais surtout, il vient peut-être de sacrifier la plus grande victoire de sa vie pour obéir aux ordres. Et le soir même, dans l'équipe, la tension est à son comble, et pour éteindre l'incendie, et calmer surtout l'Américain, Bernard Hinault va lui faire une promesse publique devant les caméras. Il va dire que l'année prochaine, il roulera pour Greg, et il aiderait à gagner le Tour. La paix semble donc signée, Hinault va gagner son 5e Tour de France, Greg lui va finir 2e, et donc, logiquement, l'Américain va donner rendez-vous en 86, en étant persuadé que le blaireau a une parole d'honneur, mais il ne sait pas encore qu'il s'apprête à vivre la guerre civile, peut-être la plus féroce de l'histoire du cyclisme moderne. On se retrouve donc en juillet 86, et le monde entier attend de voir si Hinault va tenir sa promesse. Logiquement, Le Monde est donné comme favori désigné de l'équipe La Vie Claire, mais c'est mal connaître Bernard Hinault. Il a un ego démesuré et secrètement, forcément, l'idée de devenir l'unique recordman avec 6 Tours de France
l'obsède et va trotter dans sa tête. Dans sa tête, s'il est plus fort que les mondes, pourquoi est-ce qu'il devrait se priver de rentrer dans la légende? L'Américain lui vient de terminer 4ème du Giro et souhaite cette fois-ci bien cueillir son premier sac sur la grande boucle. Les deux coureurs de la Viclair vont dominer ce tour et vont réaliser notamment le doublé sur la 9ème étape contre la montre en Nantes, où le blaireau va devancer son coéquipier de 44 petites secondes. Mais dès la 12ème étape, la première véritable étape de montagne se dresse vers Pau, et Hinault dégoupille, il va attaquer de très loin, et dans un raid solitaire et presque suicidaire, il va écraser la course. Ce jour-là, il repousse les mondes à plus de 4 minutes sur l'étape, et prend le maillot jaune avec plus de 5 minutes d'avance au classement général. On se dit que le tour est peut-être déjà plié, et à l'arrivée, Hinault va justifier avec un peu de mauvaise foi. Il a attaqué pour fatiguer ses adversaires et pour préparer le terrain à Greg. Mais Lehmann l'a compris, pour lui c'est un coup de poignard dans le dos, et la guerre est donc déclarée. L'équipe La Viclair va se scinder en deux camps. D'un côté, les Français qui vont soutenir Hinault, et de l'autre les étrangers, comme Andy Amsten, qui va soutenir Lehmann. L'ambiance à table est irrespirable, le silence règne, et Lehmann devient totalement paranoïaque. Ça on peut le comprendre avec ce qui vient de se passer. Il va refuser de boire l'eau des bidons préparés par les soigneurs de l'équipe, il va lui-même acheter ses bouteilles d'eau, et même ses fruits, dans les épiceries, car il a peur d'être empoisonné. Mais vous allez le voir, la réponse de l'Américain va être magistrale, et surtout sur le terrain. Il va pas paniquer, et dans l'étape de Super Bagnères le lendemain, Hinault va logiquement payer ses énormes efforts de la veille, et va craquer. Lehmann, lui, il va reprendre une grande partie de son retard, et revient à seulement 40 secondes au classement général. On se dit alors que la traversée des Alpes s'annonce passionnante, avec une guerre civile qui va être arbitrée par Tapi lui-même. Dans la première étape de montagne des Alpes au Granon, Lehmann va s'emparer du maillot jaune, et cette fois-ci il repousse Hinault à plus de 2 minutes 47 au général. On arrive donc dans l'étape de l'Alpe d'Huez, et c'est peut-être une des étapes les plus mythiques de tous les tours confondus. Les deux hommes vont se détacher du peloton, Hinault a essayé d'attaquer mais il n'arrive pas à lâcher Lehmann, et ils vont larguer leurs adversaires qui naviguent à plus de 5 minutes. Mais bon, Hinault il n'arrive pas à lâcher Lehmann, il sait que le tour est perdu, et surtout le général. Les deux hommes vont donc arriver main dans la main à l'Alpe d'Huez, une image incroyable, une image de fausse réconciliation qui va devenir iconique, mais pour le grand public, la réconciliation est là, mais en coulisses, la haine est toujours présente, et c'est Tapi qui va orchestrer l'arrivée, tel un producteur de cinéma, il va tout choisir, il choisit ses scènes, le tour c'est devenu une série où tout est calculé, et ce jour-là, Lehmann va sceller sa victoire et le maillot jaune. Et lors de l'ultime contre-la-montre, il va quand même avoir une petite frayeur, il va avoir une chute, il va devoir changer de vélo, mais il va assurer l'essentiel, et à Paris, il va triompher, et cette fois-ci, il devient le premier Américain à gagner le Tour de France. Dans ce Tour de France, il a vaincu la légende Hinault sur ses propres terres, et à l'issue de cette saison, Hinault y met un terme à sa carrière. On se dit donc qu'il laisse la porte totalement ouverte à Greg pour dominer le cyclisme mondial. À ce moment-là, Greg, il a tout, il vient de gagner le Tour, il semble être le meilleur coureur du monde, il n'a plus aucun adversaire, il est au sommet du monde, on se dit que rien ne peut l'arrêter, rien, sauf peut-être une partie de chasse. Après sa victoire sur le Tour 86, Greg change logiquement de statut, il est sur le trône du cyclisme mondial, il n'a que 25 ans, et pour lui, Hinault est à la retraite, il semble donc avoir un boulevard devant lui pour dominer le cyclisme sur les prochaines années. Mais en ce début de saison 87, Greg est de retour chez lui aux États-Unis, il est là pour se remettre de sa fracture du poignet qui a été survenue sur les routes de Tirreno au mois de mars, il en profite donc pour retrouver ses proches et passer du temps avec eux. Mais ce 20 avril 87, son destin, et peut-être même sa vie, est sur le point de basculer. Ce jour-là, il décide de partir chasser le dindon sauvage dans les ranches de son père à Lincoln, avec son beau-frère Patrick et son oncle Rodney. Et après plusieurs minutes de traque, son beau-frère entend un mouvement derrière un buisson, là il croit apercevoir les couleurs d'un dindon, il épaule son fusil et tire. Mais la cible n'est pas la bonne, en face de Patrick c'est Greg, qui va s'effondrer immédiatement, il vient de recevoir une 60aine de plombs de chasse dans le corps, tirés à moins de 30 mètres de distance. Le constat est effroyable, son dos est criblé, les plombs perforent son foie, ses reins, ses intestins, un de ses poumons s'affaisse, et plus terrifiant encore, 2 plombs viennent de se loger dans la paroi de son cœur. On est dans une forêt isolée, le cauchemar va donc s'étirer,
Les soigneurs vont mettre plus de 45 minutes à arriver et Greg va perdre quasiment 60% de son sang sur le sol. Il est en état de choc hémorragique et dans l'hélicoptère, les constantes s'effondrent. Les médecins diront plus tard qu'il s'il était arrivé 15 minutes plus tard à l'hôpital, il serait mort. Il va donc survivre à plusieurs opérations, des opérations de la dernière chance, mais son corps est détruit. Plus de 30 plombs vont rester logés encore aujourd'hui dans son corps car ils sont trop dangereux à extraire. On se dit donc pour le monde du cyclisme que la carrière de Greg est terminée, car il va subir encore plusieurs opérations, et après toutes ces opérations, il n'est plus le même, il a perdu beaucoup de poids, il a perdu bien sûr sa masse musculaire, sa puissance, et il est tout simplement affaibli avec ce qui vient de se passer, et surtout des mois très loin du vélo. Et fin 87, premier coup de poignard, Tapi va le lâcher en lui adressant simplement un petit courrier. Greg va donc décider de tout reprendre de zéro et va retrouver une équipe en 88 où il va signer chez PDM. Et dans cette équipe, il est malheureux et cette fois-ci, il est handicapé par son tibia. Il n'arrive jamais à retrouver son meilleur niveau, il est en difficulté, il est lâché. Et donc à l'aube de la saison 89, il est sans équipe. Seule une modeste équipe, la formation belge ADR, dirigée par José de Kouwer, accepte de le signer. Et c'est presque un contrat de pitié, le salaire est très bas, l'équipe n'a pas trop de budget pour lui fournir un équipement décent, et Greg doit souvent même payer ses frais de déplacement. Il arrive donc sur le Giro en mai 89, où il souffre, il est anémique, il est lâché tous les jours, et même humilié. Sur ce Giro, il va même penser à arrêter sa carrière, mais lors du dernier contre-la-montre, sur ce Giro à Florence, un petit miracle va se produire. Son corps pourtant meurtri et endormi depuis 2 ans va se réveiller d'un coup et ce jour-là il termine 2e de l'étape. On se dit donc que la machine redémarre et lui-même va repousser l'idée de la retraite et va se présenter au départ du Tour 89 à Luxembourg. Personne ne le cite logiquement parmi les favoris, ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu à son meilleur niveau. Et le duel annoncé est entre Laurent Fignon et Pedro Delgado. Et vous allez le voir, ce mois de juillet 89 va basculer dans l'irrationnel. Vous allez le voir, ce Tour de France 89 reste peut-être encore à ce jour un des points culminants de l'histoire du cyclisme. Très vite, la course va se résumer à un duel titanesque entre 2 hommes que tout oppose. D'un côté, on a le français Laurent Fignon, leader de l'équipe Système U, fier, rugueux, sûr de lui, avec ses lunettes de professeur et son célèbre catogan blond. Lui, il a été vainqueur de 2 Tours de France au début des années 80, mais il revient surtout au sommet après plusieurs blessures. Fignon, il incarne le cyclisme à l'instinct, le panache à la française. Je vous invite aussi à voir le portrait de Laurent Fignon que j'ai fait dans une précédente vidéo. Et de l'autre côté, on a notre homme Greg LeMond, le miraculé californien comme on peut l'appeler, et vous allez le voir que le chassé-croisé entre les 2 hommes va se dérouler pendant 3 semaines, c'est exceptionnel, ils vont s'échanger le maillot à plusieurs reprises, et ça va commencer dès le prologue de Luxembourg, où LeMond va créer la surprise en terminant dans le même temps que Fignon. Sur la 5e étape contre-la-montre entre Dinard et Rennes, LeMond écrase le chrono avec un guidon futuriste et aéro, et il va prendre le maillot jaune avec 5 petites secondes d'avance sur Fignon. Mais dans ce Tour de France, Fignon sent meilleur en montagne, il va donc attaquer dans les Pyrénées, et même s'il ne va pas réussir à distancer l'Américain à Cotterêts, il va s'emparer du jaune le lendemain à Superbannière pour 7 petites secondes. Les Alpes s'annoncent électriques, et ça va commencer lors de la 15e étape, un nouveau contre-la-montre entre Gap et Orsières-Merlette. Cette fois-ci, LeMond reprend le pouvoir et il compte désormais 40 secondes d'avance sur le français, qui vont se transformer en 53 secondes le lendemain après l'arrivée à Briançon. On est à nouveau dans l'Alpe d'Huez, le théâtre de sa victoire écrasante sur le Tour en 86, accolade avec Kino qu'on a cité précédemment, mais cette fois-ci à l'Alpe d'Huez, c'est Fignon qui est en état de grâce et il va lâcher LeMond pour reprendre le jaune avec 26 petites secondes d'avance. Mais la veille de l'arrivée, Fignon a assommé LeMond dans le Vercors lors de la 19e étape avec l'étape de Villard-de-Lans et il possède 50 secondes d'avance au classement général. On est donc au matin du 23 juillet 89 pour la 21e et dernière étape de ce tour et c'est assez rarissime, on n'est pas sur la dernière étape traditionnelle, on a la parade sur les Champs-Élysées au Champagne, cette fois-ci ça sera un contre-la-montre individuel de 24 km 500 entre Versailles et Paris.
On se dit alors que reprendre 50 secondes sur une distance aussi courte de 24 km, ça sent quand même très compliqué, car Fignon est quand même considéré comme un très bon rouleur, et il faudrait rouler à une vitesse incroyable et reprendre quasiment 2 secondes au kilomètre à Laurent Fignon. La presse française, la cause est entendue, les journaux commencent déjà à imprimer leur une en indiquant la victoire de Laurent Fignon, et Fignon, lui, semble très confiant, même s'il souffre en secret d'une irritation en l'entrejambe depuis quelques jours qui l'empêche de bien s'asseoir sur sa selle. Greg, lui, va s'élancer avant-dernier, et il n'a plus rien à perdre. Il est équipé d'un guidon révolutionnaire de triathlète, d'un casque en goutte d'eau, un des premiers du genre, et d'une roue arrière lenticulaire ultra aérodynamique. Il a demandé à son mécanicien même de retirer le capteur de vitesse pour ne pas se mettre de limite mentale. Il va pousser un braquet énorme, et cette fois-ci il ne pédale pas, mais il fend l'air. Il avale le bitume et roule à des vitesses vertigineuses. C'est une démonstration de force totale. Fignon, lui, s'élance en dernier, et dans ce contre-la-montre, le Français ne trouve pas le rythme, il souffre de ses douleurs à la selle, il roule les cheveux au vent, il a refusé le casque, le buste est haut, il prend tout le vent, et il bouge beaucoup sur sa machine. Sur les Champs-Élysées, la foule est hystérique, et Lemonde va franchir la ligne d'arrivée en pulvérisant le temps de l'étape à une vitesse de 54 km 500. C'est une moyenne énorme à l'époque, et à l'époque c'est même un des chronos les plus rapides de l'histoire du Tour. Maintenant, il ne manque plus qu'à attendre Fignon pour sceller ce Tour de France, et le contre-la-montre de Laurent est vraiment difficile. Le chrono s'affiche sur les écrans géants, et les secondes commencent à s'égrener, 45, 48, 50, et ça y est, la limite est franchie, Lemonde est virtuellement en jaune, Fignon dans la dernière ligne droite se bat avec l'énergie du désespoir, et il va franchir la ligne, s'effondrer, et terrassé par l'épuisement, mais le verdict tombe, Lemonde vient de reprendre 58 secondes à Fignon sur 24 km. Il remporte ce tour 89 pour 8 petites secondes, 8 secondes après 3285 km de course, le plus petit écart de toute l'histoire du cyclisme. Sur le podium, Greg exulte, pour lui c'est une résurrection énorme, 2 ans après avoir reçu une décharge de fusil qui a failli le tuer, et il a encore des plombs qui sont logés dans son corps. Il court avec une équipe qui est fauchée, et il remporte peut-être un des tours les plus épiques de l'histoire, grâce à son audace technologique, mais surtout un mental indestructible, un mental énorme pour en arriver là. Mais Greg, lui, ce qu'il veut, c'est prouver qu'il n'est pas là par accident, et il va devenir un mois plus tard à nouveau champion du monde sous la pluie de Chambéry. Cette fois-ci, Fignon n'arrive pas à le lâcher, et Greg va s'imposer au bout d'un sprint énorme. On se dit donc que l'Américain est immortel. En 1990, Greg est au sommet de son art. Il a signé cette fois-ci chez l'équipe française Z Peugeot avec un contrat énorme. Et lors de ce Tour de France 90, il va faire face à un scénario, une fois de plus, improbable. Une échappée fleuve va prendre plus de 10 minutes d'avance dès la première étape, avec un inconnu italien, Claudio Capucci, qui va prendre ensuite la tête du classement général dans les Alpes. Lemonde, lui, va passer 3 semaines à grignoter cet écart, avec une tactique clinique. Sur ce tour, il ne va gagner aucune étape, mais il va être régulier et va remonter. Et sur le dernier contre-la-montre au lac de Vazivière, il dépose Capucci et va remporter son 3e Tour de France. Il semble donc être le patron incontesté, mais on est au début des années 90, une mutation est en train de s'opérer. L'air devient plus lourd et on va rentrer dans une décennie où une ombre va peser, et une ombre s'abat sur le cyclisme. C'est l'EPO, un nouveau produit indétectable qui augmente artificiellement les globules rouges et oxygène le sang de façon anormale. À partir de la saison 91, Greg il va ressentir ce décalage, car pour lui, ses tests sont parfaits, ses watts sont même supérieurs aux années de ses victoires, sa préparation est encore meilleure, mais en course, il ne comprend pas ce qui se passe. Dans les grands cols, il se fait lâcher par des coureurs de seconde zone qu'il a écrasés les années précédentes, mais surtout, des gars avec des gabarits de sprinters ou même des gros rouleurs commencent à grimper comme des chamois et ne sont même plus essoufflés à l'arrivée. Sur le tour 92, sur les pentes de Sestrières, le triple vainqueur de l'épreuve ne peut tout simplement pas suivre les rythmes infernales, dictés notamment par les équipes italiennes. Il va s'arrêter et arrêter. Il comprend que le sport qu'il a tant aimé a muté,
Ce n'est plus une question de génétique, de talent, ou peut-être même d'aérodynamisme optimisé, comme on a pu le voir sur son Tour 89, mais c'est devenu une affaire de médecin et surtout de laboratoire très précis. Mais lui, il refuse de pactiser avec le diable, il veut pas partir dans ce système de dopage, car on sait, il a failli perdre la vie en 87, donc il veut pas mettre sa vie en danger. Et donc, il souffre également d'une myopathie chronique, une maladie musculaire, liée peut-être aux plombs de chasse qui sont encore dans son corps. Il va donc prendre sa retraite en 94, dans l'indifférence du peloton, qui roule désormais à une autre essence. Mais vous allez le voir, comme je l'ai dit, le combat de Greg, il va continuer, parce qu'il va pas s'arrêter après sa carrière. Au début des années 2000, on est dans l'ère Armstrong, et on s'enfonce dans peut-être ce qui sont les heures les plus sombres de l'histoire du vélo. Le public, lui, il adore l'histoire d'Armstrong, lui aussi c'est un miraculé du cancer. Mais Greg, lui, il voit quelque chose, il voit les chiffres. Et les chiffres ne mentent pas. Et en 2001, il va décider de briser l'omerta, et dans une interview, il va dire qu'il est dévasté d'apprendre les liens d'Armstrong et du docteur Michele Ferrari. Pour Greg, c'est une évidence, les performances du boss, comme on l'appelle, sont impossibles sans une aide quelconque. Et vous allez le voir, la réaction d'Armstrong et surtout de son clan, soutenu par Nike et Trek, ils vont lancer une campagne de destruction de Greg, ils vont essayer de l'effacer, ils vont asphyxier financièrement sa marque, ils vont le lyncher médiatiquement, et ils vont essayer de l'isoler et même de le faire devenir quelqu'un qu'on n'a plus envie de voir. Greg, pendant 10 ans, il va traverser une période très difficile, il est en dépression, il est seul contre tous, il va se passer quelque chose en 2012, car tout va s'effondrer. Le rapport de l'USADA, c'est l'agence américaine antidopage, elle confirme ce que Le Monde a dit depuis des années. Armstrong tombe et avoue en 2012, Greg il a quand même payé le prix fort, et donc après ces années difficiles, Greg, désormais il a 60 ans, il a troqué un petit peu la fureur des pelotons et tous les problèmes qu'il a eu pour une vie qui semble quand même un peu plus sereine. Mais bon, physiquement, il a quand même payé le poids de ses années de compétition et surtout, il a encore les séquelles de son accident de chasse. Il a même révélé en 2022 qu'il était atteint d'une leucémie. Et pour moi, il reste quand même une des figures centrales et apaisées du cyclisme mondial. Il a été vraiment un pionnier dans tous les domaines. Il a préféré être un triple vainqueur propre, comme il a dit, qu'un quintuple vainqueur dopé. Franchement, je trouve c'est vraiment un modèle dans tout, de résilience, et même le combat qu'il a mené pour le cyclisme propre. Greg LeMond, très très grosse légende de ce sport. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur l'histoire de Greg LeMond. J'espère que je vous ai appris des choses également. Le but c'est pas que vous regardez une vidéo aussi simplement pour redécouvrir l'histoire. C'est tout aussi intéressant aussi d'en découvrir. Et voilà, encore un cours avec une histoire assez particulière avec cet accident de chasse en 87. Le comeback derrière en 89, c'est quand même assez incroyable. Et c'est une belle histoire aussi. Je pense que c'est un coureur qui peut, pour les Français en tout cas, même si c'est pas notre génération, mais qui a brisé quelques rêves forcément, le 6e titre d'Hinault, la victoire de Laurent Fignon, mais je pense que c'est un coureur qui a également une belle cote de popularité, également pour les gens en tout cas qui l'ont connu et qui ont connu l'époque LeMond, parce que il a cette gueule de mec vraiment sympa. Je pense qu'au fond de lui c'est un mec très sympa, des interviews qu'on a vues, etc. Un coureur aussi qui s'est adapté, mine de rien, c'est important à dire, mais il a parlé français, il s'est mis au français, et il parle super bien français, et son engagement dans la lutte anti-dopage, ça aussi je trouve que c'est quand même quelque chose de beau. Il était un peu seul contre tous à un moment, avec un petit peu tout le spectre Armstrong. Si vous avez vu des reportages un petit peu sur la période Armstrong, où c'était un petit peu le chef mafieux, hein. Il avait tout avec lui, le gouvernement, les marques, ses sponsors, Trek, Nike, et également pas mal de soutien dans tous les domaines. Et lui, il est vraiment parti en croisade, Greg LeMond, contre Armstrong. Et même si ça lui a coûté cher à un moment, parce qu'ils ont essayé d'asphyxier sa marque de cycle, mais voilà, il a tenu bon, il est resté fidèle à ses engagements.
Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un très beau palmarès, pas de monument pour lui, pas d'autres Dauphinés aussi, il en a remporté un sur le début de sa carrière, mais quand même 3 Tours de France. Peut-être que sans cet accident en 87 aussi, ben, on aurait pu voir un Greg LeMond même qui sortait de son tour victorieux en 86. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire 87, 88, 89, 90, plus le 86, ça allait en chercher 5 consécutifs. Est-ce que c'est cette blessure qui l'a rendu plus fort? Franchement, il y a pas mal de choses qu'on peut se poser. Il aurait pu avoir un palmarès encore plus gros, mais aussi double champion du monde. C'est quand même pas rien. Et je trouve que vraiment, il a eu un très très beau palmarès. Il a été dans pas mal d'équipes. Il a participé à la révolution tapis également, en amenant la fraîcheur et le style américain dans le vélo, les lunettes aux clés, un style un petit peu moderne. Et donc c'était très beau. Moi franchement, je me suis régalé à faire cette vidéo. À voir pour la prochaine fois. Je vous avais parlé de Thibaut Pinot. Pourquoi pas aussi Thibaut Pinot qui peut être intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Greg LeMond vous a plu. Moi en tout cas, je me suis vraiment régalé, comme je l'ai dit, de la préparer. Essayer d'en raconter le plus possible sur ce coureur que l'on connaît vraiment par son nom. Mais mine de rien, hein, les derniers tours victorieux de Greg LeMond, ça commence à remonter, parce que là, on va fêter le 40e anniversaire de son premier titre. Donc ça remonte quand même. On l'a pas tous connu, en activité en tout cas. Donc c'était pas mal de faire un petit peu toute cette historique, un petit peu tout aussi ce qu'il a apporté dans le vélo, avec la patte LeMond. Et voilà, c'était très intéressant. J'espère que vous, en tout cas, ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, bien évidemment. J'essaye d'être le meilleur possible aussi sur le montage, d'essayer de trouver le plus d'images d'archives. C'est pas la chose la plus simple, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de lâcher un gros pouce bleu, parce que ça fait toujours très très plaisir de partager la vidéo au maximum, de lâcher un petit boost si vous regardez sur téléphone. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.